Salutations, jeune barbe. Installe-toi, rempli d'achoppe et évite de tourner le dos aux tombes. Ce soir, on ne parle pas de héros, on parle de ceux qui ont refusé de mourir, de royaumes qui continuent de marcher alors que leur cœur s'est arrêté, et d'armées qui ne gagnent pas par la bravoure, mais par l'usure, la peur et le temps. Bienvenue chez les contes vampires. Chapitre 1. Le lore des contes vampires. La mort n'est pas une fin, c'est une frontière administrative. Avant de parler de règles, de points ou de figurines, il faut comprendre qui sont les contes vampires. Parce que cette armée ne se joue pas seulement avec des dés, elle se joue avec des siècles et des siècles d'histoire. Premièrement, quand la terre se soulève. Dans le vieux monde, la mort est censée être un point final. Chez les contes vampires, c'est plutôt une virgule. Quand leurs armées se mettent en marche, ce n'est pas une invasion classique, c'est un phénomène. Les cimetières s'ouvrent, les forces communes respirent, les champs de bataille oubliés se souviennent. Les contes vampires ne lèvent pas des troupes, ils rappellent des serments, des haines, des corps abandonnés. Chaque squelette est un souvenir armé. Chaque zombie une erreur du passé qui revient demander ses comptes. Et surtout, ils ne combattent pas pour conquérir vite, ils combattent pour durer. Si la plupart des armées veulent gagner comme dans un film d'action, les contes vampires jouent comme une série HBO. Lent, sombre, et tu sais que ça va mal finir. Mais tu ne sais pas quand. En 2, la non-vie, des lois différentes. Le livre est très clair là-dessus. Les contes vampires obéissent à d'autres règles que les vivants. Chez eux, la peur est une arme, la mort est une ressource et le commandement est littéral. Un mort-vivant ne fuit pas, il ne doute pas, il ne se demande pas si le plan est bon, il avance parce qu'une volonté plus forte que la sienne l'exige. C'est ça le cœur du lore, la domination absolue de l'esprit sur la chair morte. Et cette volonté appartient aux vampires. En 3, les familles de vampires. Ici, c'est un point fondamental. Les contes vampires ne sont pas un peuple uni. Ils sont une noblesse maudite, divisée en lignées, des familles, des écoles, des visions différentes de ce que doit être l'éternité. Et c'est là que le lore devient exceptionnel. Lamia, la cité des vampires. Les Lamianes, ce n'est pas de la sauvagerie, c'est la civilisation vampirique. Dans leur cité de Lamia, on y parle de cours, d'intrigues et de manipulation patiente. Les Lamianes ne dominent pas par la force brute, mais par la séduction, l'influence, le mensonge élégant. Ils s'infiltrent dans des royaumes humains, ils conseillent, ils gouvernent dans l'ombre. Là où d'autres lignées détruisent, Lamia dirige sans que personne ne s'en rende compte. Lamia, c'est quand tu réalises que le vrai monstre, ce n'est pas celui qui te saute à la gorge, mais celui qui t'a convaincu que c'était ton idée. Les Van Karsten, la dynastie de la nuit. Les Van Karsten, c'est l'autre extrême. La noblesse noire assumée. Les châteaux, les bannières, les guerres ouvertes, eux ne se cachent pas éternellement. Ils conquièrent, ils règnent, ils imposent. Le livre les présente comme une lignée obsédée par l'héritage, par la légitimité et par l'idée que les vampires doivent gouverner le monde des vivants. Chez eux, le vampire est un seigneur de guerre, un stratège, un symbole. Et leur histoire est faite de trahisons, de chutes spectaculaires et de retours impossibles. Parce qu'un Van Karsten ne disparaît jamais vraiment. Les dragons de sang, l'honneur dévoré. Les dragons de sang sont peut-être les plus tragiques. À l'origine, ils cherchent la perfection martiale, l'honneur, la maîtrise de l'épée. Ils veulent devenir les meilleurs guerriers. Et ils acceptent la malédiction vampirique comme un prix à payer. Mais l'éternité change tout. Force de duel, de guerre et de victoire, l'honneur devient une obsession. Et l'obsession devient une monstruosité. Les dragons de sang, ce sont des chevaliers noirs, disciplinés, terrifiants, et qui ont remplacé la morale par le combat éternel. C'est le syndrome Dark Souls. Tu voulais être un héros et te voilà boss final.
Les nécraques, la science de la mort. Les nécraques sont peut-être les plus dérangeants. Chez eux, le vampirisme n'est pas une fin, c'est un outil. Ils étudient la mort, ils la dissèquent, ils la théorisent. Le livre les décrit comme des érudits, des nécromanciens suprêmes, prêts à sacrifier toute trace d'humanité pour comprendre les secrets ultimes. Ils n'ont plus besoin de paraître humains, ils veulent savoir. Et dans le vieux monde, le savoir a toujours un prix. En 4, la géographie de la terreur. Les terres des contes vampires ne sont pas seulement gouvernées par la mort, elles sont façonnées par elle. Ici, la géographie elle-même est devenue une arme. Chaque colline, chaque forêt, chaque village en ruine porte la marque d'une domination ancienne et patiente. Rien n'est laissé au hasard. Le paysage est un prolongement de la volonté vampirique. Les routes disparaissent sous la brume, les rivières coulent noires et silencieuses, et les montagnes se dressent comme des murailles funéraires. Les vivants qui s'y aventurent sentent rapidement que ces terres ne cherchent pas à être conquises. Elles attendent. 5. Bilan du chapitre 1. Les contes vampires, ce n'est pas une armée de morts. C'est une société qui a survécu à sa propre extinction. Lamia t'offre l'intrigue. Les Van Castle, la conquête. Les dragons de sang, la guerre éternelle. Les nécraques, la damnation pour le savoir. Et tout ça repose sur une seule idée, le temps est leur allié. Chapitre 2, le style de jeu des contes vampires. Tu ne gagnes pas vite, tu gagnes longtemps. Maintenant que tu connais l'âme des contes vampires, il est temps de parler de comment ils se battent. Parce que sur la table, cette armée ne joue pas à Warhammer comme les autres. Elle joue contre le temps. En 1, une armée qui ne joue pas la même partie. La première chose à comprendre, c'est que les contes vampires n'essaient pas de gagner vite. Ils n'ont pas besoin de prendre l'ascendant autour d'eux. Ils n'ont pas besoin d'écraser l'adversaire à la charge décisive. Eux, ils veulent être encore là quand l'autre commence à fatiguer. Là où beaucoup d'armées comptent leurs pertes, les contes vampires les transforment en matériaux. Tu perds 10 figurines, ce n'est pas un drame, c'est une phase. Et si tu stresses parce que tu perds quelques squelettes, c'est que tu n'as pas compris ce que tu es venu jouer. En 2, la volonté avant la chair. Le moteur du style de jeu, ce n'est pas l'armure, ce n'est pas la bravoure, c'est la volonté du maître. Les morts vivants tiennent parce qu'un vampire ou un nécromancien les force à tenir. Résultat, tes unités ne fuient pas comme les autres. Ton armée fonctionne en zone d'influence et tant que le commandement tient, la ligne tient. Mais attention, ça veut dire une chose très claire, si le cerveau tombe, le corps s'effondre. Le style conte vampire, c'est donc un équilibre permanent, exposé assez ton général pour qu'il agisse, mais jamais assez pour qu'il ne meure. En gros, c'est du Jenga stratégique. Tu peux enlever des briques partout, sauf celle du milieu. En 3, la magie comme carburant. Chez les contes vampires, la magie n'est pas un bonus, c'est le moteur. Tu ne lances pas des sorts pour faire joli, tu lances des sorts pour réparer, maintenir, contrôler, étouffer l'adversaire. Chaque phase de magie est un rappel cruel. Ce qui a été détruit au corps à corps peut revenir. Et psychologiquement, c'est terrible. L'adversaire a l'impression de jouer contre une barre de vie qui remonte. Il gagne un combat, il regarde la table et il se dit « Attends, mais pourquoi ils sont encore là ?» Les contes vampires, c'est la seule armée où ton adversaire commence à haïr la phase de magie, même quand tu rates tes sorts. En 4, la marée et les crocs. Le style de jeu repose sur une idée simple mais brutale. La marée et les crocs. La marée, ce sont tes unités nombreuses. Squelettes, zombies, ghouls. Elles ne sont pas là pour briller. Elles sont là pour bloquer, fatiguer, prendre de la place, voler du temps. Elles gagnent rarement seules, mais elles font perdre l'adversaire. Derrière la marée, tu caches le vrai danger. Les crocs, vampires, unités d'élite, monstres, cavalerie lourde. Quand l'ennemi est enlisé, quand il a engagé trop de ressources au mauvais endroit, les crocs frappent. Et là, la partie bascule. En 5, le tempo, l'arme invisible. Le style conte vampire, c'est une leçon de tempo. Tu décides où la bataille ralentit, où elle s'enlise. Et quand elle s'achève, tu imposes un rythme que beaucoup d'armées détestent. Lent, oppressant
inévitable. L'adversaire joue contre la montre, toi tu joues avec. On passe au bilan du chapitre 2. Jouer les contes vampires, c'est accepter que tu perdras des figurines, tu perdras des combats, et parfois tu perdras même des tours. Mais si ton plan tient, tu gagnes la guerre. C'est une armée de patience, de contrôle et de sang-froid. Une armée qui te murmure en permanence. I see you. Chapitre 3. Les forces et faiblesses des contes vampires. Une armée immortelle, mais pas invincible. Ici, on enlève le vernis gothique et on pose la chope. On va regarder les contes vampires tels qu'ils sont vraiment. Parce que oui, cette armée est terrifiante, mais mal jouée, elle peut s'effondrer très très vite. On commence par les forces des contes vampires. En 1, l'attrition absolue. La première force et la plus évidente, les contes vampires ne perdent pas comme les autres armées. Quand un empire ou un elfe perd une unité, il perd des points, une option tactique, une partie de son plan. Quand toi tu perds une unité, tu perds surtout du temps. Parce que tu peux réparer, tu peux relever, tu peux remplacer. Le concept même de perte définitive est flou chez les morts-vivants. Là où d'autres armées font des erreurs irréversibles, les contes vampires font des erreurs corrigibles. En 2, une armée qui refuse la peur. La psychologie est un pilier du jeu. Sauf pour toi, tes troupes ne paniquent pas. Elles ne rompent pas sous la pression. Elles ne regardent pas derrière elles. Et ça change tout. Tu peux encaisser des charges que d'autres armées évitent. Tu peux sacrifier des unités sans regret. Tu peux bloquer des monstres, des élites, des héros. Psychologiquement, tu joues une autre partie. Ton adversaire, lui, fatigue. En 3, le contrôle de la table par le nombre. Les contes vampires excellent dans un domaine précis. Occuper l'espace. Entre les blocs nombreux, les invocations, les écrans jetables, tu décides où on passe, où on ne passe pas et combien de temps ça prend. Tu n'as pas besoin de tuer vite, tu as besoin de bloquer longtemps. En 4, des personnages qui font basculer une partie. Une des autres forces majeures, les personnages contes vampires ne sont pas décoratifs. Un vampire bien équipé peut tenir une unité entière, massacrer un héros adverse, décimer un flanc à lui seul. Et contrairement à beaucoup d'armées, tes personnages ne sont pas isolés, ils sont protégés par la marée. On passe aux faiblesses des contes vampires. Et là, on parle de ce qui fait mal. En 1, la dépendance au général, ton talon d'Achille. C'est ta faiblesse numéro 1. Et elle est énorme. Ton armée tient parce que ton général est en vie et sa volonté se diffuse. S'il tombe, tout peut s'écrouler. Pas doucement, pas progressivement. D'un coup, les contes vampires, c'est la seule armée où la partie peut passer de « je contrôle » à « je ramasse mes figurines » en un seul jet de dés. 2. La magie. Force et chaîne. La magie est ton moteur, mais ça veut dire une chose très simple. Si on te coupe la magie, on te coupe les jambes. Dissipation lourde, anti-magie, pression constante sur tes lanceurs. Certaines armées savent faire ça très bien. Et contre elles, tu dois jouer plus propre, plus prudent, plus lentement encore. 3. Une armée qui exige de la discipline. Les contes vampires ne pardonnent pas l'improvisation. Si tu exposes trop ton général, engages tes élites trop tôt, perds tes écrans bêtement, tu n'as pas de bouton panique héroïque pour rattraper le coup. Ce n'est pas une armée de réaction, c'est une armée de planification. 4. Des match-ups difficiles. Certaines choses te posent problème. Les armées très rapides, les tirs massifs et disciplinés, les listes capables de sniper tes personnages. Tu peux gagner, mais pas en jouant au feeling. Maintenant, qu'est-ce que cette armée t'apprend ? Les contes vampires sont une école de jeu. Ils t'apprennent à penser sur 6 tours, accepter les pertes, protéger tes pivots et surtout contrôler le tempo. Si tu maîtrises cette armée, tu joueras mieux toutes les autres. On finit par le bilan du chapitre 3. Les contes vampires sont puissants mais pas indulgents. Ils récompensent la patience, la lecture de table, la vision à long terme. Et ils punissent la précipitation,
l'ego, ça devrait passer. C'est une armée immortelle, mais elle exige un général bien vivant derrière la table. Chapitre 4. L'armée des contes vampires, unité par unité. Chaque mort a une fonction. Ici, on ne parle pas de concepts abstraits. On parle de figurines, de rôles, de présence sur la table. On va parcourir toute l'armée. Et pour chaque figurine, je te dirai 2 choses. La première, ce qu'elle représente dans le lore. Et la deuxième, ce qu'elle fait vraiment sur la table. Premièrement, les seigneurs des contes vampires. On commence par le seigneur vampire. Dans le lore, né de la malédiction éternelle, le seigneur vampire est l'un des prédateurs les plus redoutés du vieux monde. Il règne par la peur, le sang et la magie noire. Sa simple présence suffit à plier les morts vivants à sa volonté. Et même les guerriers les plus endurcis sentent leur courage vaciller lorsqu'il entre en bataille. Sur la table, cette domination absolue se traduit clairement. Le seigneur vampire compte à la fois comme choix de seigneur et comme choix de héros. Sa puissance dépasse celle d'un simple commandant, tant par ses capacités martiales que par son influence magique. Maître de la nécromancie, il est sorcier niveau 2, capable de lever les morts, de renforcer ses troupes ou de consumer l'ennemi sous un flot d'énergie impie. Aligner un seigneur vampire, ce n'est pas seulement choisir un général, c'est placer la volonté immortelle de la nuit au cœur de ton armée. On continue avec le comte vampire. Dans le lore, aristocrate immortel et seigneur de la nuit, le comte vampire est un maître de la guerre et de la manipulation, plus ancien et plus raffiné qu'un vampire nouveau-né, mais encore en deçà de la puissance absolue d'un seigneur vampire. Il incarne l'équilibre entre brutalité martiale et contrôle surnaturel. Stratège patient, dirigeant de provinces maudites, entouré de courtisans morts-vivants et de légions levées dans les cimetières et les anciens domaines. Leur autorité est incontestée et leur nom seul suffit à semer la peur parmi les vivants. Sur la table, le comte vampire est un choix de seigneur puissant. Combattant et commandant redoutable, il constitue souvent le cœur de l'armée des contes vampires. Il est également sorcier de niveau 1, capable d'user de la magie nécromantique pour soutenir ses troupes tout en restant une menace directe au combat. Tout tourne autour de lui. Bien protégé, il gagne la partie. Mal exposé, il la perd. Aligner un comte vampire, c'est choisir la noblesse éternelle, tranchante comme une lame et implacable comme la nuit. En dernier, le maître nécromancien. Dans le lore, véritable architecte de la mort, le maître nécromancien a consacré son existence entière à l'étude des arts funéraires. Là où le nécromancien ordinaire se contente de lever des morts, lui façonne des armées entières, comme un artisan façonne la pierre. Son savoir est ancien, dangereux et souvent jalousement gardé. Certains servent les plus puissants vampires, d'autres dirigent leur propre légion de morts-vivants, souvent tapis dans des forteresses oubliées ou des nécropoles interdites. Leur autorité ne repose pas sur la force brute, mais sur une maîtrise absolue de la magie noire. Sur la table, le maître nécromancien est un sorcier de haut niveau, surpassant largement le nécromancien classique. Il constitue un pilier magique pour toute l'armée de morts-vivants, axé sur la sorcellerie plutôt que sur le combat direct. Aligner un maître nécromancien, c'est faire un pari assumé. Moins de l'âme, mais une marée infinie de morts ramenés à la guerre. Bilan des seigneurs. Les contes vampires disposent de 3 types de seigneurs, chacun incarnant une vision différente de la domination des morts. Choisir son seigneur, c'est définir l'âme entière de ton armée. Le seigneur vampire, domination totale, très coûteux, mais écrasant. Le comte vampire, équilibre, polyvalence, c'est le choix le plus stable. Le maître nécromancien, suprématie magique, c'est une armée d'usure. Ton seigneur détermine ton style de jeu, brutal, équilibré ou calculateur. 2. Les héros. On commence par le vampire nouveau-né. Dans le lore, fraîchement arraché à la mort, le vampire nouveau-né est un immortel encore instable, consumé par sa soif de sang et son désir de prouver sa valeur. Moins ancien et moins maîtrisé qu'un seigneur vampire, il n'en demeure pas moins un prédateur terrifiant,
dotés d'une force et d'une vitesse surhumaines. Ces vampires sont souvent des champions, envoyés au combat pour étendre l'influence de leur maître ou pour forger leur propre légende dans le sang des vivants. Leur arrogance n'a d'égal que leur brutalité. Sur la table, il ne possède pas encore l'autorité écrasante d'un seigneur vampire, mais reste un combattant redoutable, capable de faire basculer un combat à lui seul. Il est également sorcier de niveau 1, maîtrisant les bases de la magie nécromantique, suffisant pour soutenir les morts-vivants et perturber l'ennemi, sans atteindre la pleine maîtrise des anciens vampires. Aligner un vampire nouveau-né, c'est choisir la fougue de l'immortalité naissante, encore incontrôlée, mais déjà mortelle. En 2, le Seigneur Revenant. Dans le lore, ancien roi, général ou champion tombé au combat, le Seigneur Revenant est un mort qui a refusé l'oubli. Ces seigneurs sont souvent liés à d'anciens royaumes déchus, leurs os gravés de runes funéraires et leurs armures rouillées, encore imprégnées de la gloire du passé. Réanimés par une volonté implacable ou une malédiction ancestrale, leur présence redonne une cohésion surnaturelle aux morts vivants. Ils mènent les légions de squelettes avec une discipline froide de celui qui a déjà connu la guerre et la mort. Là où les vampires dominent par la terreur, le Seigneur Revenant commande par l'autorité et la rigueur martiale. Sur la table, le Seigneur Revenant n'est pas un sorcier et ne pratique pas la magie, mais compense largement par ses capacités de commandement et sa solidité au combat. Il excelle à mener des troupes de base, en particulier les squelettes, qu'il transforme en une véritable armée disciplinée. Aligner un Seigneur Revenant, c'est faire un choix clair. Pas de faste vampirique, mais la marche inexorable d'une armée qui ne recule jamais. En 3, le Spectre. Dans le lore, créature issue d'une mort violente ou d'une damnation inachevée, le spectre est une âme enchaînée au monde des vivants par la haine et le désespoir. Invisible aux yeux des mortels jusqu'au moment de frapper, il glisse à travers les murs, le sol et les armures comme une ombre affamée, drainant la force vitale de ceux qu'il touche. Les spectres sont souvent les gardiens maudits de lieux profanés ou les serviteurs silencieux de maîtres nécromanciens et vampires. Leur simple présence glace le sang, car aucune protection matérielle ne peut réellement les arrêter. Sur la table, le spectre n'est pas un sorcier, mais sa nature éthérée en fait une menace unique. Il ignore les armures et la plupart des obstacles, ce qui lui permet de s'attaquer directement aux ennemis les mieux protégés ou de perturber les lignes adverses. Aligner un spectre, c'est introduire dans ton armée une peur pure, impossible à saisir et encore plus difficile à détruire. En dernier, le nécromancien. Dans le lore, mortel ayant choisi de pactiser avec l'interdit, le nécromancien est un érudit, obsédé par la mort et les secrets qui l'entourent. Là où les vampires sont des maîtres nés de la malédiction, lui a étudié, expérimenté et sacrifié pour arracher son pouvoir aux ténèbres. Fragile physiquement, il survit grâce aux morts qu'il contrôle et à la terreur qu'il inspire. Les nécromanciens sont souvent des figures solitaires, rejetées par les royaumes des vivants, errant de champs de bataille en cimetière, à la recherche de nouveaux serviteurs. Certains servent des seigneurs vampires, d'autres poursuivent leurs propres ambitions, au risque de finir dévorés par leur création. Sur la table, fragile mais indispensable, spécialisé dans la magie nécromantique et constitue le principal soutien magique des armées de morts-vivants lorsqu'aucun vampire puissant n'est présent. Aligner un nécromancien, c'est accepter une vérité simple, sans gloire, sans armure, mais avec le pouvoir de faire se relever les morts encore et encore. Bilan des héros. Les héros des contes vampires ne sont jamais de simples soutiens. Chacun représente une facette précise de la mort. Violence brute, discipline, terreur ou magie. Bien choisi, il transforme une armée correcte en machine implacable. Le vampire nouveau-né, agressivité, impact, menace directe. Le seigneur revenant, discipline, solidité, commandement. Le spectre, terreur, perturbation, anti-élite. Le nécromancien, magie, endurance de l'armée, contrôle. Les héros définissent le rythme de ton armée. Frapper vite, tenir longtemps, effrayer l'ennemi ou le noyer sous les morts. En 3, les unités de base.
Premièrement, les squelettes. Dans le lore, ces guerriers morts-vivants sont souvent issus de champs de bataille oubliés, de fosses communes ou de cimetières profanés. Certains portent encore des armures rouillées et des bannières déchirées, vestiges de royaumes disparus depuis des siècles. D'autres sont levés à la hâte, armés de lances grossières et de boucliers ébréchés. Mais tous partagent la même certitude macabre. Ils ne fuient jamais. Ils ne ressentent ni douleur, ni doute. Lorsqu'un squelette tombe, il ne crie pas. Lorsqu'un autre prend sa place, il ne réfléchit pas. Et si leurs rangs sont brisés, la magie noire les relèvera encore, os après os, jusqu'à ce que l'ennemi cède ou soit submergé. Sur la table, bloc central, tenue de ligne, rang, bannière, stabilité. Les squelettes ne gagnent pas par la bravoure, ils gagnent par l'inévitable. En deux, les zombies. Dans le lore, les zombies sont souvent levés à la hâte, directement depuis les fosses communes, les cimetières ou même les rues fraîchement ravagées. Leur chair pend en lambeaux, leurs membres se détachent et leur regard vide ne reflète qu'un seul ordre, avancer, sans honneur, sans souvenir, sans volonté. Ils ne ressentent ni douleur, ni peur. Les coups les ralentissent, les mutilent, mais les arrêtent rarement. Et lorsqu'ils tombent, la nécromancie relève leur corps encore tiède, sans effort. Là où un squelette tient la ligne, un zombie l'engloutit. Sur la table, écran, glaçage du tempo, sacrifice assumé. Les zombies ne gagnent pas par la force, ils gagnent parce qu'ils sont trop nombreux pour être arrêtés. En 3, les ghouls. Dans le lore, les ghouls sont attirés par les domaines des contes vampires, comme des charognards par un champ de bataille. Les vampires les plus anciens les tolèrent, voire les manipulent, se présentant à leurs yeux comme des rois ou des dieux. En échange de protection et de chair, les ghouls servent avec une loyauté fanatique. Contrairement aux squelettes et aux zombies, les ghouls ressentent encore la peur, la faim et la douleur, mais ces instincts les rendent plus imprévisibles et plus dangereuses. Elles ne tiennent pas la ligne, elles la percent, la contournent ou la submergent par une violence bestiale. Sur la table, pression offensive, saturation, harcèlement. Les ghouls ne marchent pas pour la mort, elles chassent pour se nourrir. En 4, les nuées de chauves-souris. Dans le lore, les vampires entretiennent depuis toujours un lien symbolique et surnaturel avec les chauves-souris. Certaines nuées sont invoquées par la sorcellerie, d'autres élevées dans des cryptes et des clochers abandonnés nourris de sang et de cadavres. Lorsqu'elles sont lâchées, elles se déplacent comme une ombre vivante, impossible à contenir. Fragiles individuellement, elles compensent par le nombre et la vitesse. Et même lorsqu'elles sont dispersées, leur passage a déjà fait son œuvre. Le désordre s'est installé. Sur la table, redirection, chasse aux machines, gêne permanente. Les chauves-souris ne gagnent pas la bataille, elles la préparent. En 5, les loups funestes. Dans le lore, ce sont des meutes qui hantent les forêts, les routes et les villages isolés des terres vampiriques. Elles précèdent souvent l'armée principale, traquant les fuyards, harcelant les éclaireurs et encerclant les proies avant l'assaut final. Leur hurlement, porté par le vent, est souvent le premier avertissement d'une invasion à venir. Ils ne connaissent ni peur ni fatigue. Même mutilés, ils continuent d'attaquer jusqu'à ce que la magie qui les anime se dissipe ou qu'un nouvel ordre les lance vers une autre proie. Sur la table, contournement de ligne, isolement des unités faibles, blocage des mouvements clés. Les loups funestes ne chassent pas pour survivre, ils chassent parce qu'on leur a ordonné de tuer. Bilan des unités de base. Les unités de base ne sont pas là pour briller individuellement. Elles sont le socle de l'armée. Celles qui occupent le terrain, encaissent, fatiguent l'ennemi et permettent aux unités d'élite et aux héros de faire le travail décisif. Les squelettes, tenir, encaisser, structurer. Les zombies, bloquer, engluer, sacrifier. Les ghouls, attaquer, presser, déborder. Les nuées de chauves-souris, gêner, perturber, ralentir. Les loups funestes, vitesse, contrôle, chasse. Les unités de base gagnent la bataille par l'usure et le placement, pas par le panache. 4. Les unités spéciales. En premier, les gardes des cryptes. Dans le lore,
Ces guerriers sont liés à des tombes anciennes, des catacombes royales ou des nécropoles interdites. Ils veillent durant des siècles sur des sépultures de leurs maîtres, immobiles jusqu'à ce que l'appel de la guerre les tire de leur veille éternelle. Leurs armures lourdes, rongées par le temps, portent encore les symboles de royaumes disparus. Ce ne sont pas de simples morts relevés à la hâte, mais des guerriers soigneusement choisis parmi les plus valeureux des défunts. Leur non-vie est entretenue par des rituels puissants, bien plus élaborés que ceux utilisés pour les troupes ordinaires. Sur la table, infanterie lourde, marteau défensif, centre solide. Les gardes des cryptes ne sont pas envoyés pour combattre, ils sont envoyés pour décider de l'issue de la bataille. En deux, les chevaliers noirs. Dans le lore, ces chevaliers hantent les anciennes routes, les champs de bataille oubliés et les terres funéraires. Leurs destriers morts-vivants galopent sans bruit, leurs sabots ne laissant aucune trace durable, comme si la terre elle-même refusait de les retenir. Leur loyauté forgée dans la discipline et l'honneur martial a survécu à la mort. Lorsqu'ils apparaissent, c'est souvent trop tard pour fuir. Sur la table, mobilité, impact, menace de flanc. Les chevaliers noirs ne cherchent pas la gloire. Ils chevauchent pour honorer des serments prononcés bien après la mort. En 3, les nuées de chauves-souris vampiriques. Dans le lore, elles nichent dans les cryptes, les tours en ruine et les cavernes oubliées des domaines vampiriques. Certaines sont liées à un vampire en particulier, agissant comme des extensions vivantes de sa volonté. Ce sont des créatures mutées par la magie noire, gonflées de sang et de haine, parfois issues d'anciens familiers vampiriques, parfois transformées par des rituels impies. Leur taille est anormale, leur croc démesuré et leurs ailes déchirent l'air avec une violence surnaturelle. Sur la table, une unité volante d'impact. Menace directe au corps à corps, pression et harcèlement constant. Les chauves-souris vampires ne couvrent pas le ciel. Elles plongent pour se nourrir et ne laissent que le vide derrière elles. En 4, la nuée d'esprit. Dans le lore, ces nuées naissent souvent de massacres, de batailles maudites ou de lieux saturés de souffrance. Des centaines d'âmes y sont piégées, incapables de se dissocier, attirées et maintenues ensemble par la nécromancie ou la volonté d'un maître vampire. Leur existence est une torture permanente et cette douleur se déverse sur les vivants qu'elles rencontrent. Sur la table, blocage et enlisement, anti-unité lourde, pression psychologique et contrôle de terrain. La nuée d'esprit ne tue pas toujours vite, elle fait regretter d'être encore en vie. Bilan des unités spéciales. Les unités spéciales sont celles qui font basculer la bataille. Elles ne tiennent pas le terrain par défaut. Elles frappent au bon endroit, au bon moment et exploitent les failles ouvertes par des unités de base. Les gardes des cryptes, impact frontal, solidité, décision. Les chevaliers noirs, mobilité, charge, percée. Les chauves-souris vampires, vitesse, pression, harcèlement. La nuée d'esprit, contrôle, blocage, usure. Les unités spéciales sont des outils chirurgicaux. Elles ne gagnent pas seules, mais elles décident quand et où la bataille se gagne. 5. Les unités rares. En premier, la Banshee. Dans le lore, les Banshees apparaissent souvent liés à un lieu précis, un château en ruine, un champ de bataille oublié, une crypte profanée. Leur existence est faite de regrets, de rage et de désespoir avant d'être arrachés à l'au-delà par la magie noire. Certains vampires les asservissent par des rituels cruels, d'autres les attirent simplement là où la mort est certaine, car la Banshee suit instinctivement les chemins du malheur. Sur la table, attaque psychologique directe, harcèlement et perturbation. Soutien d'usure. La Banshee ne combat pas pour tuer. Elle hurle pour que le monde ressente ce qu'elle a perdu. 2. Le carrosse noir. Dans le lore, le carrosse noir est un reliquat des âges les plus sombres de la nécromancie. Un véhicule funéraire transformé en instrument de guerre. Forgé à partir de bois anciens, d'os, de fer maudit et de runes gravées dans la mort. Il ne transporte pas un simple passager, mais la volonté même de la tombe. Tiré par des montures mort-vivantes ou spectrales, il glisse sur le champ de bataille, sans bruit, comme porté par une force invisible. À son bord repose parfois un ancien champion, un noble déchu ou un esprit lié à jamais à la structure du carrosse. Sur la table,
Impact, aura, pivot mobile. Le carrosse noir n'annonce pas la mort, il l'accompagne et la conduit au cœur de la bataille. Bilan des unités rares. Les unités rares sont des pièces maîtresses. Peu nombreuses, souvent coûteuses, elles n'ont pas vocation à tenir seules une bataille, mais à faire basculer un moment clé par la peur, la magie ou un impact unique. La Banshee, peur, usure morale, anti-élite. Le carrosse noir, montée en puissance, impact progressif. Les unités rares ne pardonnent pas les erreurs. Bien utilisées, elles décident de la partie. Mal placées, elles disparaissent sans laisser de traces. Bilan du chapitre 4. L'armée des contes vampires, c'est un cerveau par ses seigneurs et nécromanciens, une marée par ses unités de base, des crocs par ses élites et unités rares. Chaque figurine a un rôle, chaque mort a un sens. Et si tout s'imbrique, l'ennemi a l'impression de se battre contre la nuit même. Chapitre 5. Exemple d'armée des contes vampires à 1998 points. Une armée ne gagne pas parce qu'elle est belle, elle gagne parce qu'elle fonctionne. Ici, on arrête la théorie. On va parler d'une vraie armée, jouable, cohérente, pensée pour gagner des parties, pas seulement pour faire peur sur l'étagère. On parle d'une armée construite avec une idée claire, le contrôle, l'élégance et la punition tardive. Une armée lamiane, subtile, patiente et mortelle quand il le faut. 1. La philosophie de la liste. Avant même de parler d'unité, il faut comprendre l'idée derrière la liste. Cette armée n'est pas là pour rusher, surprendre, tout miser sur un jet de dés héroïque. Elle est là pour contrôler le tempo, désorganiser l'adversaire, frapper avec précision et refuser la défaite par l'usure. C'est une armée de domination mentale, pas de sauvagerie. Tout est pensé pour que l'ennemi joue moins bien qu'il ne le voudrait. 2. Le cerveau de l'armée, seigneur et héros. 1. La seigneur vampire Lamiane. Sorcière niveau 3, pouvoir héréditaire, esquive, objet magique arc aspic et gemme de sang. Dans le lore, on est sur une incarnation parfaite de Lamia, une vampire qui cherche pas le duel frontal, mais la maîtrise totale de la situation. Elle est rapide, insaisissable et elle frappe avant que tu comprennes qu'elle est dangereuse. Sur la table, c'est ton général, ton chef d'orchestre, ton assassin de luxe. Sorcière niveau 3, domination magique. Esquive, survie exceptionnelle. Arc aspic, menace permanente à distance. Gemme de sang, sécurité en cas de coup dur. Elle n'est pas là pour tenir la ligne. Elle est là pour punir les erreurs, éliminer les personnages isolés, maintenir la pression mentale. Ce vampire-là ne gagne pas les combats, il gagne les décisions. Un seigneur revenant, grande bannière magique de résurrection. Dans le lore, un ancien noble mort, rappelé non pour sa gloire, mais pour sa fidélité éternelle. Sur la table, c'est l'assurance vie de l'armée. Avec la grande bannière et la bannière résurrection, stabilité maximale. Présence rassurante pour les unités de base, il transforme une ligne fragile en ligne obstinée. Un nécromancien, sorcier niveau 2, le métronome de l'armée. Dans le lore, c'est l'artisan discret de la non-vie, celui qui répare pendant que les autres combattent. Sur la table, c'est un soutien magique. Réparation de pertes, sécurisation des combats longs, il n'est jamais spectaculaire, mais sans lui, la liste perd de sa profondeur. 3. Le socle de l'armée, les unités de base. 15 squelettes avec état-major complet. Leur rôle, le centre stable, tenue de ligne, protection des personnages, ancrage tactique. Ils ne gagnent pas vite, ils refusent de perdre. 15 squelettes avec lance et état-major complet. Leur rôle, soutien offensif contrôlé. Les lances donnent plus de précision, plus de dissuasion. Ils accompagnent les combats clés sans jamais être isolés. 30 zombies. Leur rôle, sacrifice intelligent. C'est ton unité tampon. Elle bloque, encaisse, meurt et revient. Ils ne servent pas à gagner, ils servent à faire perdre du temps. 20 ghouls avec nécrophage. Leur rôle, l'agressivité totale. C'est l'unité la plus vivante de la liste. Attaque nombreuse, pression constante, menace sur les flancs. Le nécrophage apporte la cohésion nécessaire pour qu'ils tiennent juste assez longtemps. 4. Les unités spéciales. La mobilité et la pression.
14 gardes des cryptes. Leur rôle, l'élite fiable. Infanterie lourde, combat décisif, soutien du centre. Ils ne sont pas nombreux, ils sont suffisants. 2 fois 6 chevaliers noirs, avec chevalier infernal dans chaque unité. Leur rôle, ce sont des outils de punition, mobilité, menace constante, pression sur les flancs. 2 unités, c'est crucial, l'adversaire ne peut pas toutes les gérer. L'erreur finit toujours par arriver. Ils n'ont pas besoin de charger tôt, ils ont besoin de charger juste. En 5, les unités rares, la signature. Un carrosse noir, son rôle, impact, pression psychologique, outil de rupture. Même immobile, il influence les choix adverses. C'est la pièce qui change la lecture de la table. 6. Comment la liste se joue. Au déploiement, centre solide avec les squelettes et les gardes. Zombies en écran, coups les chevaliers sur les flancs, personnages protégés. Début de la partie, tour 1 et 2, avance mesurée, magie de contrôle, blocage, tu refuses la précipitation. Milieu de partie, tour 3 et 4, englument, intervention des gardes, pression des chevaliers. C'est là que la liste adverse étouffe. Fin de partie, tour 5 et 6, la vampire lamiane frappe. Les flancs s'effondrent, l'adversaire n'a plus de solution. 7. Bilan du chapitre. Cette armée à 1998 points est élégante, exigeante, terriblement cohérente. Elle ne pardonne pas l'erreur adverse, elle la provoque. C'est une armée qui gagne non parce qu'elle frappe fort, mais parce qu'elle frappe au bon moment. Chapitre 6. Pourquoi choisir les contes vampires? Parce que tout le monde meurt, mais certains continuent juste de jouer après. La question finale, ce n'est pas comment on joue les contes vampires, mais pourquoi on les choisit eux et pas une autre armée. Parce qu'au fond, une armée Warhammer, ce n'est pas juste une liste, c'est une déclaration d'intention. 1. Parce que c'est une armée qui raconte une histoire. Les contes vampires ne sont pas neutres, ils ne sont pas génériques, ils ne sont pas juste efficaces. Chaque partie raconte quelque chose. Une lente invasion, un royaume qui s'effondre sans comprendre pourquoi, des héros qui gagnent des batailles mais perdent la guerre. Tu ne joues pas un moment épique unique, tu joues une tragédie étalée sur 6 tours. Et le livre L'Armée insiste là-dessus. Les vampires ne sont pas pressés, ils ont le temps. Les contes vampires, ce n'est pas un film Marvel, c'est une chronique historique, écrite par quelqu'un qui déteste les fins heureuses. 2. Parce que c'est une armée qui te fait grandir comme joueur. Les contes vampires ne sont pas indulgents, ils pardonnent peu, mais ils enseignent beaucoup. Ils t'apprennent à protéger tes pièces clés, à accepter les pertes, à penser en tempo, à sacrifier intelligemment. Si tu sais gagner avec cette armée, tu sais lire une table. Tu ne gagnes pas parce que tu as chargé plus fort, tu gagnes parce que tu as compris avant l'autre. 3. Parce que tu joues la peur, pas la performance. Beaucoup d'armées cherchent l'optimisation. Les contes vampires cherchent la pression psychologique. Ton adversaire hésite à charger, s'énerve quand les morts reviennent et doute quand la ligne ne cède pas. Et cette peur-là, elle ne se chiffre pas en points. Elle se lit sur le visage. C'est Alien, pas Predator. Tu sais que le monstre est là. Tu ne sais juste pas quand ça va mal tourner. 4. Parce que c'est une armée de personnalité. Choisir les contes vampires, c'est dire quelque chose de toi. Tu aimes le contrôle, tu acceptes le long terme, tu préfères gagner lentement mais sûrement. C'est une armée de joueurs patients, de stratèges calmes, de gens qui n'ont pas besoin de crier victoire autour d'eux. 5. Ce que tu acceptes en les choisissant. Mais soyons honnêtes, en choisissant les contes vampires, tu acceptes de perdre beaucoup de figurines, de parfois perdre une partie sur une seule erreur, de ne pas toujours avoir de victoire spectaculaire. Tu choisis une armée exigeante mais fidèle. Si tu la respectes, elle te le rend. Bilan final. Les contes vampires ne sont pas là pour briller, ils sont là pour durer. Ils te proposent un lore immense, une identité forte, un style de jeu unique et une vraie profondeur stratégique. Ils te rappellent une chose essentielle dans le vieux monde. La mort est inévitable, la défaite, elle, est optionnelle. Si cette vidéo t'a plu, viens donc vider une shop en commentaire et dis-moi si toi aussi tu marches aux côtés des contes vampires. Dis-moi surtout ce que tu préfères dans cette armée, la magie, la peur, les morts vivants ou les grosses remontées de troupes. Abonne-toi pour la suite, on va parler des autres armées du vieux monde. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que les morts restent bien tranquilles dans leur tombe. C'était Lug Raconte-Barbe. Souviens-toi, les royaumes des vivants tombent avec le temps. Ceux des morts attendent simplement leur tour.